Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Le président François Hollande a offert un dîner à son homologue, frère et ami professeur Alpha Condé. Une rencontre au cours de laquelle les deux chefs d'État ont rappelé l'importance des questions qu'ils ont abordées ces dernières 48 heures. Parmi ces questions, le renforcement des relations entre la France et l'Afrique, un souhait du président guinéen, président de l'Union africaine, Sanassi Keita. Il est 19h30. Les membres de la délégation guinéenne commencent à rallier le palais de l'Élysée. Tous sont venus rehausser de leur présence ces dîners d'État qu'offre le président François Hollande à son hôte de marque, le président de la République de Guinée et président en exercice de l'Union africaine. Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée. Un dîner d'État, oui, mais aussi une occasion pour le président de la République française de parler des nombreux progrès enregistrés en Guinée sous le leadership du professeur Alpha Condé. Avec vous, ce soir, je reçois non pas un président, mais 3 présidents. Président de la République de Guinée, vous l'êtes depuis 2010. Mais vous êtes aussi, depuis janvier dernier, président de l'Union africaine. Et enfin, je l'ai découvert, vous êtes président à vie de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. C'est le titre le plus enviable. D'abord de l'être à vie et ensuite d'être toujours étudiant. Mais vous êtes ici ce soir, si je puis dire, chez vous, car vous avez vécu pendant des années en France, c'était des années d'exil, et il était logique que vous puissiez être accueillis comme vous l'êtes ce soir pour une visite d'État. Vous êtes venu nous dire que l'Europe doit regarder vers l'Afrique avec les yeux du futur. Nos destins sont liés, et si nos relations ont un caractère familial, alors c'est un rapport de fraternité qu'il nous faut construire. Cette fraternité, nous en avons fait la démonstration lorsque votre pays a été frappé par l'épidémie Ebola, qui a causé plus de 2500 décès entre 2014 et 2016. Et je salue les victimes et je rends hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont fait preuve d'un dévouement extraordinaire pour venir à bout de l'épidémie. Les médecins, les chercheurs, les personnels soignants, les militaires, les membres des organisations non gouvernementales et tant d'autres. Certains sont ici et je veux leur exprimer toute ma reconnaissance. La fraternité, c'est aussi le souvenir de ce qu'ont été, hélas, les guerres, 2 guerres mondiales, qui virent tant de tirailleurs dits sénégalais venir en France pour libérer notre territoire, et parmi ces tirailleurs, beaucoup de Guinéens qui ont payé le prix du sang pour la France. Je vais en citer un, Adiba. C'était un jeune Guinéen qui était arrivé en France à l'âge de 21 ans. S'était engagé dans l'armée française en 1939. Fait prisonnier, parvient à s'échapper, arrêté de nouveau, fin 1943, il est torturé et sa vie s'achève devant un peloton d'exécution à Épinal. Il avait 27 ans. La reconnaissance de la France ne fut pas toujours à la hauteur du sacrifice des tirailleurs. Je pense aux anciens combattants qui eurent tant de difficultés à faire valoir leurs droits. Et c'est la raison pour laquelle j'ai facilité l'accès à la nationalité française des tirailleurs résidant en France. Cette fraternité d'armes vaut encore aujourd'hui. Au Mali, des soldats français et guinéens sont ensemble pour faire face aux défis du terrorisme. 9 soldats guinéens, 19 soldats français sont morts dans ce combat contre la barbarie.
Lors des commémorations de la bataille de Verdun, j'avais été choqué par la campagne menaçante et violente pour empêcher un concert d'Alpha Diallo, plus connu comme Black M, et je tenais à ce qu'il soit présent aujourd'hui, comme pour saluer l'amitié entre la France et la Guinée, car on peut être français et guinéen. Les relations entre nos deux pays ont traversé, comme l'on dit en langage diplomatique, des périodes tumultueuses, mais elles ont résisté à l'épreuve du temps. Votre accession à la présidence y a été pour beaucoup, nos rapports personnels aussi, et je n'oublie pas l'accueil que vous m'aviez réservé à Conakry il y a près de 2 ans, où la foule rassemblée criait « Prési, Prési, Prési ». J'ai mis longtemps à comprendre que ça voulait dire « président ». C'était pour nous deux. La France a fait de la Guinée l'un des pays prioritaires de sa politique de développement. Et nous intervenons dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'agriculture, de l'énergie ou encore de la santé. De nombreuses entreprises françaises sont actives en Guinée. Et les réformes que vous avez engagées, Monsieur le Président, les efforts que vous avez consentis pour achever un programme avec le Fonds monétaire international ont porté leurs fruits et ont largement contribué à ce climat de confiance. Pour la France, la croissance africaine est à la fois une opportunité économique mais aussi une nécessité. Il s'agit de ralentir le flux des jeunes qui traversent le désert, puis la Méditerranée, qui y laissent souvent leurs illusions et parfois leur propre vie. Monsieur le Président, c'est souvent et parfois surtout par la culture que beaucoup de Français connaissent la Guinée. Camara Lai, dont le livre L'Enfant noir a eu un retentissement considérable, Mori Kanté, auteur du célèbre Yéké Yéké, que nous entendrons ce soir, sont autant d'ambassadeurs de la culture guinéenne. Et puis il y a la langue que l'on dit française, mais qui est la langue qui est partagée et qui est un patrimoine. Et je me réjouis que Conakry devienne dans quelques jours la capitale mondiale du livre à l'UNESCO. Plus de 30 000 Guinéens vivent en France. Leurs représentants sont présents ce soir. Ils sont travailleurs, entrepreneurs, universitaires, musiciens, écrivains, sportifs et contribuent à la vitalité de nos deux pays. Mais nous avons eu aussi un combat commun pour la réussite de la COP 21, les accords de Paris, où vous vous êtes engagés. Laurent Fabius présidait la conférence, Ségolène Royal représentait la France, et il y a eu là une décision très importante pour les énergies renouvelables et l'électrification de l'Afrique, qui est un enjeu majeur. Vous avez donné une impulsion, et lors du dernier conseil d'administration qui s'est tenu à Conakry, début mars, et auquel Ségolène Royal a participé, 19 projets continentaux bénéficieront d'un soutien financier de la France et de l'Union européenne. Et nous avons aujourd'hui lancé un projet de construction de 4 barrages qui contribueront à l'électrification de votre pays et au développement de l'agriculture. En défendant l'idée d'un autre modèle de développement, en luttant contre les inégalités à l'échelle de la planète, en faisant en sorte que nous puissions porter les valeurs de liberté et de démocratie, vous êtes fidèle à vos idéaux de jeunesse, à votre internationalisme, qui nous avait donné le plaisir de nous connaître au sein d'une organisation qui portait ces valeurs d'internationalisme. Et c'est au nom de cette fidélité, de cette amitié, que je suis très heureux de partager avec vous et votre délégation et tous nos convives le dernier dîner d'État de ma présidence. Il fallait que ce soit vous, il fallait que ce soit la Guinée, l'Afrique, qui puissent correspondre à ce qu'est le message de ce quinquennat. Je me souviens du premier rendez-vous que j'avais eu comme président de la République, accédant ici aux responsabilités de la France. Jean-Marc Ayrault et Laurent Fabius étaient là.
c'était pour accueillir le président du Bénin, qui était président de l'Union africaine. Et bien voilà, le premier invité était le président de l'Union africaine, le dernier invité est le président de l'Union africaine. Vive la Guinée, vive l'Afrique, vive la France. Le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, indique. Il y a 3 ans, j'avais été invité au Brésil, à Bahia, par la communauté noire. Et ils m'ont dit, Alpha, Lula est le premier président noir du Brésil. Donc je peux dire aujourd'hui, n'en déplaise à mes amis français, que Hollande est le premier président africain en France. Cela à plusieurs titres. Nous étions menacés par le terrorisme au Mali. Et nous ne savions pas comment nous en sortir après 40 ans d'indépendance. Heureusement qu'Hollande a été là. Ça a permis non seulement de sauver le Mali, mais de sauver nos pays. Mais aussi, c'était une leçon. Comment 40 ans après l'indépendance, nous n'étions pas capables de faire face nous-mêmes à nos difficultés. Ça veut dire que nous n'étions pas encore majeurs. Et donc le défi que nous avons aujourd'hui, que tu comprends très bien, c'est comment l'Afrique va devenir majeure. Mais tu ne nous as pas accompagnés seulement pour empêcher le terrorisme de se répandre. Lorsque nous avons eu l'Ebola, alors que le monde entier était paniqué, que nos voisins nous fermaient les frontières, tu as demandé à Air France de maintenir ses vols. Mieux, tu es venu toi-même en Guinée, tu as pu aller à l'hôpital d'Onka, où étaient soignés les malades. Je sais que ça n'a pas beaucoup plu à beaucoup de gens qui disaient mais il est responsable, comment il parlait là-bas, il va nous amener l'Ebola en France. Malgré cela, tu as fait cela. Et je crois que ça a été un signe extrêmement fort. Et nous savons aussi combien de fois nous avons été accompagnés par nos amis français, que ce soit l'armée française ou la Croix-Rouge, etc., et l'Institut Pasteur, parce que l'Ebola a été vraiment une épreuve extrêmement difficile pour notre peuple. Et nous savons comment nous avons été accompagnés. Lorsque tu es venu en Guinée, tu as été surpris du nombre de drapeaux français dans les rues. Tu dis, ah bon, il y a tant de drapeaux français. Aujourd'hui, lorsque les Guinéens voient les drapeaux guinéens frottés sur les Champs-Élysées et sur les immeubles publics, on a enfin retrouvé la communion entre la Guinée et la France. En quelque sorte, nous avons enterré le dialogue de Gaulle-Sékou Touré de 1958, qui a été un grand malentendu, qui a duré des années et des années. Et c'était tellement grave qu'une fois à la rue Solferino, je discutais avec Guidoni, que Dieu est son âme, il m'a dit, Alpha, il faut que je t'avoue, nous avons oublié la Guinée. C'est-à-dire, même mes amis socialistes avaient oublié la Guinée. À plus forte raison, le reste de la France. Donc aujourd'hui, le président de la Guinée, le président de l'Union africaine, soit le dernier à rendre une visite d'État à la France. Je ne pense pas qu'en dehors de Hollande, un autre président ait pu le faire. Je m'excuse, Ségolène peut-être, mais je ne crois pas qu'en dehors d'Hollande, un autre président. Et je pense que les Français te regretteront, parce que très souvent, les gens ne comprennent pas toujours. Ils ne voient pas très bien, on ne voit pas les deux faces, on voit toujours que tout n'est pas noir, tant une face grise, blanc et noir. Et très souvent, les peuples sont ingrats. Mais je suis convaincu que tu resteras dans l'histoire de la France. Moi, j'en suis convaincu. Et évidemment, je suis convaincu qu'ici 2 ans, on dira « Ah, si Hollande était là ». Et je fais le pari avec toi, Ségolène, et nous verrons d'ici 2 ans si ça ne va pas être le cas. Et je crois à toute l'amitié. Et surtout, tu nous as aidés à tourner la page, à être majeurs. Et aujourd'hui, l'Afrique décide d'être majeure. Nous ne voulons plus qu'on vienne à notre secours après 5 ans d'indépendance. C'est pourquoi nous avons décidé au niveau de l'Union africaine que désormais, les problèmes africains doivent être réglés par les Africains. Nous devons être des États majeurs, adultes, et avoir une coopération d'égal à égal sur la base des intérêts réciproques avec la France et l'Union européenne. Et je sais que ça a été ton désir de tourner la page de la France-Afrique, qui fait que souvent
nos compatriotes des pays anglophones pensent souvent que les pays francophones ne sont pas indépendants et que très souvent nous recevons des ordres de la France, même si ce n'est pas vrai. Alors, c'est pour montrer que désormais nous sommes indépendants et nous voulons coopérer avec la France, nous n'avons pas de complexe. Et j'ai dit que nous allons couper le cordon ombilical, parce que quand vous avez le cordon ombilical, ça veut dire que vous êtes bébé. Quand vous coupez le cordon ombilical, ça veut dire que vous êtes devenu majeur. Je vais faire comprendre à nos amis des pays anglophones d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est que nous sommes majeurs et que nous ne sommes pas plus dépendants qu'eux et que désormais nous allons ensemble unir nos forces pour changer la situation en Afrique. Mais surtout, tu as montré avec le COP 21, avec Laurent Fabius, dont ce grand royal a pris la suite, comment tu t'es préoccupé de l'Afrique. 7 Africains sur 10 n'a pas accès à l'électricité. Nous étions à Johannesburg, j'ai fait faire une pétition signée par tous les chefs d'État. Nous avons adressé en disant, mon cher François, il faut nous aider. Nous voulons que le COP 21 se penche sur nos problèmes, l'électricité, la désertification du lac Tchad, du fleuve Niger, etc., et le climat. Et tu as dit que tu vas nous accompagner. Moi, je savais que toi, tu allais nous accompagner, mais on n'était pas sûr pour les autres. Nous avons donc donné l'ordre à nos ministres que si nous n'obtenons pas satisfaction, aucun de nos pays ne signera le COP 21. Grâce à l'habilité manœuvrière et l'intelligence de mon cher ami Fabius, qui a en commun avec Giscard et Juppé, non seulement d'être chauve, mais d'être mécanique intellectuel exceptionnel. Bon, tu n'es pas de droite, mais quand même, vous avez des points. Sur le plan de mécanique intellectuelle, vous avez des points communs. Il a eu l'habilité, enfin, malgré la puissance des États-Unis, de la Chine, de l'Inde et de la Russie, à faire passer ce message. Et Ségolène, qui a pris la relève, a fait preuve d'un tel dynamisme qu'aujourd'hui nous avons pu signer à Conakry 19 projets et que nous allons atteindre l'objectif de 10 gigawatts promis par l'Union européenne, et cela sous l'impulsion de la France, parce que vous avez très vite promis de donner 2 milliards et à Bamako tu as augmenté, donc ce qui fait que les autres sont obligés de suivre. Donc l'intervention au Mali, ensuite en RCA, la lutte contre l'Ebola, et enfin la lutte pour que nous sortons de l'obscurité. Ces 3 faits ont marqué ta présidence et ça, nous ne l'oublierons jamais. Quoi qu'il arrive, nous considérons toujours non seulement que tu es un camarade, mais que tu es un Africain. Il paraît que de tradition, on ne peut pas décorer les gens à l'Élysée, mais nous devons décorer. Amala, je vais te citer au moins les noms. Où est l'ambassadeur? Donne-moi. Bien que nous ne pouvons pas décorer ici, nous pouvons au moins dire ce que nous allons faire à l'hôtel. Nous allons donc donner le grand officier. Bon, Fabius l'a déjà eu à Conakry, donc on ne va pas lui donner une deuxième fois. Surtout que maintenant il est président du Conseil constitutionnel, il est appelé à être neutre. Donc à tout seigneur, tout honneur, nous allons donc commencer par Madame Ségolène Royal, ensuite mon cher ami Hérault, ensuite le grand soldat, même s'il est civil, Le Drian, je ne sais pas où il est, et Le Foll, et bien sûr mon ami d'enfance, mon collègue au lycée Turgot, si nous avons passé le bac ensemble, et mon frère jumeau Bernard Kouchner. Ensuite, commandeur, celui qui nous comptons pour développer l'Afrique, surtout avoir l'Afrique comme un continent, non pas l'Afrique noire, l'Afrique du Nord, etc. Rémi Rio, qui est aujourd'hui à la tête de l'AFD. Mon camarade d'université, mon compagnon de toujours, Jean-Paul Dessertine, et beaucoup d'autres qui ont contribué à nous permettre de vaincre l'Ebola. Donc, je suis vraiment honoré d'être le dernier à rendre une visite d'État. Mais même quand j'étais de passage en France pour une journée, tu avais le temps de me recevoir. Même quand tu étais à Marseille, tu avais le temps de dire, bon, Alpha, attends, je reviens. Donc, je crois que j'ai été le président africain qui a été le plus reçu à l'Élysée. Ce qui peut me créer quelques problèmes, mais enfin. Et aussi, tu as eu l'amitié chaque fois que les chefs d'État avaient des difficultés, tu avais eu l'amitié d'accepter
que quand je suis avec toi, je dis, bon, François, est-ce qu'on peut appeler tel ami? On l'appelait, tu discutais, donc ça permettait de détendre et peut-être de mieux comprendre la situation de certains pays, parce que c'est pas toujours facile, quand tu es venu, c'est pas toujours facile de comprendre l'Afrique, surtout qu'on a l'habitude de nous dicter ce que nous devons faire. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus majeurs. Nous sommes décidés à ce que le problème africain soit résolu par les Africains, à commencer par le problème de la Libye. À Deauville, nous étions invités, lorsque le président Sarkozy était au pouvoir, nous avons dit, Issoufou et moi, n'intervenez pas en Libye. Votre intervention va avoir deux conséquences. La somalisation de la Libye, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'État en Libye, ce sera 3 régions au moins, Tobruk, Misrata et Tripoli, sinon plus. Et comme nous savons que la Libye était un arsenal, le développement du terrorisme chez nous. Vous êtes intervenu, vous êtes parti. C'est facile aujourd'hui qu'Obama ou Cameroun fassent leur autocritique, mais pendant ce temps, nos enfants sont en train de mourir, ou sur les armes de terroristes, ou dans le désert libyen, ou dans les eaux de la Méditerranée. Donc nous sommes décidés désormais à nous prendre en main. Le sommet de Kigali et le dernier sommet à Kigali et à Addis Abeba a été un tournant. Nous étions financés en grande partie par l'Union européenne. Nous avons décidé désormais d'être autonomes financièrement et de nous financer nous-mêmes. D'où la décision de consacrer 0,2% de nos importations au financement de l'Union africaine, parce que l'indépendance commence d'avoir par l'indépendance financière. Nous avons fait les réformes pour l'Union africaine et nous avons donc décidé aussi de nous prendre en main. Nous avons constaté que les casques bleus sont au Congo-Kinshasa depuis 20 000 depuis des années, que ça ne change rien. Nous avons donc décidé que désormais, nous souhaitons que vous nous apportez votre contribution pour nous équiper matériellement, mais que ce soit des troupes africaines qui se battent désormais. Nous avons salué votre intervention, mais nous ne souhaitons plus que des soldats français aillent mourir en Afrique. Nous préférons que l'Afrique prenne son destin en main, que vous nous aidez à avoir des équipements, mais que ce soit les Africains qui se battent comme nous sommes en train de le faire en Somalie. Donc, tu as montré, et je pense que tu seras le verront, que l'Afrique est devenue majeure. Nous ne voulons plus être jugés à travers le GNG, surtout quand on sait que quelqu'un d'entre vous nous a fait des leçons sur le respect et des libertés de la presse et qui aujourd'hui se trouve maire Front National en France. Alors donc nous ne voulons plus que ce soit les ONG qui dictent ce que nous devons faire, qu'on nous juge. Nous voulons désormais qu'on nous laisse déterminer quel est l'appui de développement que nous voulons, comment nous voulons appliquer les règles universelles de la démocratie en fonction de réalités concrètes et de tenir compte aussi des spécificités de chaque État, non pas d'avoir une vision dogmatique, il faut si c'est en Afrique, nous ne voulons plus de cela. Nous voulons désormais que vous nous accompagniez, mais entre adultes majeurs et pays indépendants, dans la coopération gagnant-gagnant entre des États souverains. Tu as compris cela? Et nous disons aux Européens que désormais ce sera l'Afrique. Nous ne souhaiterons plus qu'on nous dicte ce que nous devons faire et qu'on intervienne dans nos affaires. Nous voulons désormais qu'on nous respecte, comme nous respectons votre souveraineté, qu'on nous respecte et qu'on sache désormais que nous sommes devenus majeurs. Et ça, tu as beaucoup contribué. Merci François. Ce dîner d'État a donc permis à ces deux personnalités d'évoquer en profondeur toutes les questions d'intérêt commun entre la Guinée et la France, mais également entre l'Afrique et la France. Feuille d'audience du chef de l'État à Paris, le président Alpha Condé a reçu les ministres français des Finances et des Affaires étrangères. Plusieurs questions étaient au menu des entretiens, notamment le renforcement de la coopération entre la France et la Guinée. Je vous propose de suivre le compte-rendu de Sanassi Keita. Tous ont été reçus en audience par le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine. Ces ministres français en charge des affaires étrangères, de la défense, des finances, ainsi que de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargés des relations internationales sur le climat. Au menu des entretiens, le renforcement des relations de partenariat entre la Guinée et la France. Des sujets comme la santé, l'agriculture, l'énergie, la sécurité ou encore les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont été largement évoqués. Jean-Marc Ayrault, Ségolène Royal et Michel Sapin ont tous émis leur détermination de faire en sorte que les relations entre Conakry et Paris soient un réel modèle de développement basé surtout sur le respect mutuel.
En cette dernière journée de la visite du chef de l'État à Paris, l'aspect économique est évoqué. C'est une question fondamentale pour le président Alpha Condé. Autour de lui, des opérateurs économiques français et guinéens ont eu des échanges fructueux. Les deux parties étudient de nouvelles pistes de collaboration. Kamara Boubacar, envoyé spécial. Après la signature de 9 accords d'investissement socio-économique hier à l'Elysée, le chef de l'État a poursuivi son offensive économique ce matin en direction du MEDEF. Dans la maison des hommes d'affaires français, il est venu une nouvelle fois persuadé sur les opportunités d'investissement actuelles en Guinée. De nouvelles perspectives sont trouvées. Le partenariat public-privé est exploré avec beaucoup d'espoir. Nous avons passé un rendez-vous des opportunités d'investissement dans le cadre du programme moyen terme de la Guinée. Programme axé essentiellement sur les pôles de croissance qui sont l'énergie, y compris le mix hydro, solaire et éolien, les infrastructures, y compris l'immobilier et les infrastructures immobilières. On top of that, la zone économique spéciale que le président de la République a pas lâché pour faire de la Guinée, si cela est fait, le problème industriel pour l'Afrique de l'Ouest. Sur le plan minier déjà, le retour de la France est annoncé après l'âge d'or de Fria. Le MEDEF est de nouveau enthousiaste à partager un destin économique avec l'Afrique. On a besoin des deux côtés de la Méditerranée d'emploi en Afrique fondamentalement, donc d'un développement économique durable, et puis en Europe et en France. Et je dirais que ce développement économique est fondamental pour donner du pouvoir d'achat aux populations, de la fierté aux populations, de la stabilité économique et de la stabilité politique. Donc je dirais que nos destins sont liés. À huis clos, les opérateurs économiques français et guinéens se sont parlé ouvertement et en toute franchise. Il y a de l'opportunité naturellement. Et ce que nous conseillons et que nous avons toujours conseillé au patronat, aux opérateurs français, c'est de minimiser le risque qu'on annonce souvent sur Internet pour dire que la Guinée est un pays à risque. Et aujourd'hui, le patronat français reconnaît qu'il est temps qu'il minimise ce risque pour venir investir en Guinée, au risque de laisser la place aux entreprises que souvent on estime que c'est les Chinois qui prennent un peu la part du lion des marchés en Afrique. Donc il est temps pour les entreprises françaises à venir en Guinée en minimisant les risques comme les autres pays le font. Toujours sur des chapeaux de roue, le professeur Alpha Condé poursuit sa fructueuse visite d'État de 48 heures à Paris. La Guinée, face à son histoire, ce matin s'est ouvert l'atelier sur la réconciliation nationale. La commission a 3 jours pour trouver les voies et moyens de faire avancer le processus. C'est le Premier ministre et chef du gouvernement qui a présidé l'ouverture des travaux. Le point complet avec Hadi Kamara. La réalisation des projets qui portent en filigrane l'avenir du pays passe nécessairement par la stabilité, la paix et la réconciliation nationale. Conscient donc de cette logique, le gouvernement et ses partenaires ont initié cet atelier national d'appropriation et de validation technique de l'avant-projet de loi portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Si la justice transitionnelle désigne l'ensemble des mécanismes judiciaires et non judiciaires qui permettent à un pays d'aboutir à la vérité, de juger les auteurs, de procéder à des réparations et à des réformes institutionnelles, son objectif ultime reste la réconciliation nationale. Or, réconcilier les composantes d'un pays entre elles, réconcilier les citoyens et l'État n'est point une œuvre facile. Il s'agit d'ailleurs d'une entreprise difficile, car comment, après plusieurs années de mauvaise gouvernance, situer objectivement les responsabilités de ceux qui ont violé les droits de l'homme et apaiser les cœurs des victimes? Comment permettre aux jeunes générations d'avoir accès à l'histoire, d'en tirer les leçons et se projeter vers un avenir plus radieux? Comment reconnaître aux victimes leur statut sans raviver les rancœurs? Comment prendre en compte les besoins spécifiques des femmes dans le traitement du passé? Répondre à ces questions n'est point une évidence,
car en réalité, la réconciliation est à la fois un processus et un objectif. Conformément aux orientations stratégiques du chef de l'État, professeur Alpha Condé, la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation avait déjà produit un document de 300 pages comportant 23 recommandations. C'est le lieu pour moi d'exprimer une fois encore la satisfaction du gouvernement pour la qualité du travail effectué par la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, qui sert désormais de repère pour la conduite du processus de réconciliation dans notre pays. Le 2 octobre 2016, dans son adresse à la nation, dans le cadre de la célébration de la fête d'indépendance de la Guinée, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a fait cette déclaration que je cite. 58 années après notre accession à la souveraineté internationale, la Guinée a traversé des épreuves, ouvert des chantiers pour porter les nobles idéaux de progrès qui fondent notre pays afin de pérenniser les efforts consacrés par l'ensemble des forces vives de notre pays pour construire une nation forte, unie, juste et fraternelle. Cette histoire commune donne plus d'espoir à notre peuple, à nos jeunes, nos travailleurs, aux femmes qui constituent la principale force et la richesse de notre nation. Aujourd'hui, je lance un appel à chacun d'entre vous, hommes, femmes, jeunes, pour tirer les leçons de notre passé commun, pour défendre les valeurs de la démocratie et de l'état de droit et d'œuvrer pour l'entente et la cohésion sociale. C'est pourquoi j'encourage le Premier ministre à s'approprier le travail de la Commission de la réconciliation nationale et préparer un calendrier réaliste pour la mise en œuvre des recommandations de celle-ci en relation avec nos différents partenaires. Fin de citation. Après avoir pris connaissance du rapport de la commission provisoire ainsi que ses recommandations, j'ai mesuré combien la recherche de la vérité, la justice, le droit aux réparations et les garanties de non-répétition devraient constituer les piliers, les éléments structurants de notre processus de réconciliation nationale. Durant 3 jours donc, toutes les parties prenantes vont réfléchir et apporter leur contribution en vue de l'amélioration du texte avant sa soumission au Conseil des ministres puis à l'Assemblée nationale. Dans l'actualité nationale encore, lutte contre la pauvreté, des experts de la Banque mondiale ont échangé avec des députés guinéens. Auparavant, l'institution financière avait effectué des visites de terrain pour mieux appréhender le phénomène et mettre en place une stratégie efficace de lutte. Cette rencontre avec des élus du peuple permet de coordonner les efforts autour de la problématique. Robert Siditono. Mettre fin à l'extrême pauvreté que connaissent certaines régions du pays et promouvoir la prospérité partagée d'ici à 2030, c'est ce double objectif que se fixe la Banque mondiale qui a fait l'objet de cet entretien à l'Assemblée nationale. Les échanges entre les experts de l'institution financière et le bureau de l'Assemblée nationale ont permis d'approfondir les réflexions sur les défis à relever et les opportunités à saisir pour l'atteinte des résultats dans la lutte contre la pauvreté en Guinée. Nous avons partagé avec les honorables les premiers résultats de nos analyses et ils ont eu l'occasion et l'opportunité de nous donner des feedbacks intéressants dans le sens de regarder plus en détail la pauvreté. D'ici à la fin du mois de mai, on aurait stabilisé le diagnostic qui nous aurait permis de trouver les facteurs prioritaires sur lesquels il faut agir. Sur le terrain, des équipes au pays du groupe de la Banque mondiale ont déjà mené des consultations à la base dans le cadre d'un nouveau partenariat avec la Guinée. Ces consultations démontrent que la pauvreté monétaire devient de plus en plus préoccupante dans le pays. Devant l'urgence dans la lutte contre le fléau, l'institution parlementaire a loué les efforts de la Banque mondiale et a appelé l'implication de tous les acteurs pour relever le défi. La pauvreté ne baisse pas dans toutes les localités
Si dans certaines, elle baisse, dans d'autres, par contre, elle augmente. Et nous avons discuté des responsabilités qui sont partagées, mais d'abord qui sont des responsabilités des autorités nationales avant d'être celles de nos partenaires. Les partenaires ne peuvent que nous donner un appoint, donc nous accompagner. La responsabilité d'améliorer les conditions de vie des populations est d'abord une responsabilité des autorités locales. Ce groupe de la Banque mondiale projette d'autres entretiens avec le gouvernement et le secteur privé afin de cerner les secteurs prioritaires à accompagner pour gagner le pari de la lutte contre la pauvreté en Guinée. Religion. D'abord, avec les préparatifs du Hajj 2017, le secrétaire général des affaires religieuses a rencontré les responsables des structures de voyage. Il était question de les écouter et de faire des recommandations. L'objectif est de corriger les ratés du pèlerinage 2016. Fatimatou Diallo. En Guinée, il existe plus de 200 agences de voyage agréées selon le secrétariat général des affaires religieuses. Cette année, elles ont la charge d'assurer le voyage sain de 6 000 pèlerins, soit 2/3 du quota total accordé à la Guinée par l'Arabie saoudite. Pour assurer une bonne marche des opérations du Hajj, les autorités en charge du pèlerinage rencontrent les responsables de ces structures. Ils échangent sur les mesures à prendre pour le logement et la restauration des pèlerins. Vous êtes repartis en 3 groupes. Vous devez être logés aussi en 3 groupes. C'est la première des choses. Ça va nous faciliter le contrôle, ça va nous faciliter la restauration, ça va nous faciliter le déplacement, ça va nous faciliter aussi la recherche de même les pèlerins qui seront égarés. Cette année, Inch'Allah, ensemble, cela veut dire tout ce qui va se passer concernant la restauration ou bien le retenu de ceux qui vont restaurer pour nous, ça serait en commun accord avec le secrétariat général et les 3 groupements. Lors de cette rencontre, les acteurs ont discuté des stratégies à prendre pour redonner à la Guinée sa place d'antan auprès de l'Arabie saoudite. Il faut que la Guinée retrouve sa crédibilité. Et il y a la possibilité. Il y a des professionnels du pèlerinage. Accepter que les décideurs impliquent les professionnels pour que nous discutons ensemble pour le bonheur des pèlerins guinéens. La constitution d'une équipe qui doit se rendre très prochainement au Royaume d'Arabie saoudite pour finaliser les négociations a été l'un des points débattus lors de cette rencontre. Par ailleurs, les personnes qui ont plus de 70 ans n'auront pas de visa pour se rendre sur les lieux saints de l'islam, annonce le secrétaire général des affaires religieuses. Et puis on est en marche vers Pâques, plus que quelques jours avant la fin du carême. Hier, c'était la messe chrismale. Elle a été célébrée en Guinée à la cathédrale Sainte-Marie. Les fidèles chrétiens sont invités à se mobiliser autour du Christ. Valérie Talimane. Les catholiques de Guinée célèbrent la messe chrismale, un rituel du temps de carême réunissant le clergé autour de l'évêque. L'occasion pour l'archevêque de bénir les huiles parfumées servant au sacrement et au rite de consécration dans l'église. À la cathédrale Sainte-Marie, prêtres, diacres et fidèles manifestent l'unité de l'archidiocèse de Conakry autour de Vincent Koulibaly qui insiste sur le sens de la messe chrismale. Je désire vivement chaque année que les membres du peuple de Dieu soient nombreux à la célébration de la messe chrismale. Vous pouvez le comprendre aisément. D'abord, c'est au cours de cette messe que nous bénirons les différentes huiles qui seront utilisées pendant la célébration des sacrements de l'Église, à compter de ce jour jusqu'à la Semaine Sainte 2018. Ces huiles seront utilisées directement pendant la célébration de 4 sacrements.
le baptême, la confirmation, l'ordre et l'onction des malades. Célébrée durant la semaine sainte qui mène à Pâques, la messe chrismale est aussi marquée par le renouvellement de la promesse sacerdotale des prêtres. Un signe de haute portée religieuse qui donne aux ministres de l'Église de se rappeler l'engagement de servir le temple du Christ. Les prêtres, nous renouvelons nos engagements de service à l'évêque et à l'Église et bien entendu à toutes nos communautés chrétiennes. Donc c'est un jour d'une grande communion surtout de tous les prêtres avec notre évêque et entre nous. C'est un jour de fête et de joie pour nous. La célébration de la messe chrismale a connu cette année une forte participation des fidèles chrétiens. Beaucoup manifestent leur souhait d'apporter aux prêtres leur soutien dans leur mission d'évangélisation. Ça me donne une impression de gloire du Seigneur. Quelques jours avant la fête de Pâques, l'Église vit les derniers jours de carême. À Conakry, les églises connaissent particulièrement une affluence de fidèles. Chacun veut vivre la semaine sainte dans le repentir en prélude à la célébration de la mort et de la résurrection du Christ, fondement de la foi chrétienne. On boucle cette édition d'information en rappelant comme information principale que c'est aujourd'hui que le président Alpha Condé, président de l'Union africaine, a bouclé sa visite d'État en France. Merci à vous qui nous suivez à Paris et partout ailleurs dans le monde. Bonsoir.